On vient de faire une petite rétrospective de tout ce qui s'était fait en matière de recherche en ce qui concerne la génétique et les pistes d'avenir aujourd'hui avec la génomique. Ce que je vous propose de faire, c'est de voir quels sont les outils qui ont pu découler de toutes ces études dans les différents domaines, notamment au niveau de la génétique quantitative, mais aussi au niveau de la génétique moléculaire et puis même de la génétique des populations. D'où le thème « Quels outils de caractérisation objective aujourd'hui disponibles pour les équidés ?» Donc, quel est le but d'une caractérisation? Eh bien, c'est de pouvoir comparer des individus, et ce, évidemment, de façon la plus objective possible, grâce à des informations synthétiques, mais aussi des informations génétiques. Je vais faire dans un premier point un petit panel de tout ce qui peut se faire en matière d'outils liés à la performance sportive et en course. Tout d'abord, le but, c'était de pouvoir avoir des informations qui soient synthétiques. Ça, c'est le but des indices de performance. Comparer des performeurs grâce à une présentation qui est standardisée. C'est-à-dire, on va avoir une moyenne des chevaux qui sont centrés sur 100. Ça veut dire que comme on a une population qui généralement se répartit assez normalement autour de cette moyenne, on a la moitié des chevaux qui vont se retrouver avec un indice supérieur à 100. À environ 16% des chevaux vont avoir un indice supérieur à 120, et puis finalement que 1 à 2% des chevaux ont un indice supérieur à 140. Donc c'est toujours bon d'avoir ces références en tête pour bien comprendre et savoir bien situer la performance de son cheval. Quels indices sont diffusés au niveau de ces performances sportives et en course? Eh bien, tout d'abord, des indices pour les AQPS, soit en course plate, soit en course d'obstacles, des indices réservés aux anglo-arabes de course, et enfin, des indices pour les courses au trot. En ce qui concerne les compétitions équestres, on va retrouver des indices dans les 3 disciplines olympiques, tant pour les chevaux que pour les poneys. Et là, ce sont dans tous les cas des indices annuels correspondant à une période donnée de la performance. Et enfin, le dernier né au niveau des indices, c'est l'endurance, où là, on n'a pas pu raisonner tout à fait de la même façon, puisque les chevaux sortent beaucoup moins en compétition que dans les autres disciplines, et on s'est plutôt dirigé vers un indice carrière, par contre, qui est lui aussi mis à jour annuellement. Ces indices de performance ont l'intérêt de synthétiser donc, les informations liées à un cheval, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin, dans certaines disciplines, vers des indices génétiques qui, cette fois-ci, vont être une estimation du potentiel héréditaire des individus et vont être des outils indispensables pour pouvoir comparer donc, les reproducteurs. La présentation est elle aussi standardisée pour ces indices génétiques, le 0 correspondant à une population de référence bien définie. La mise à jour se fait elle aussi annuellement. Actuellement, seuls le trot et les compétitions équestres CSO dressage et concours complet bénéficient d'indices génétiques et on travaille activement pour publier le plus rapidement possible des indices pour l'endurance. Les populations de référence pour le trot, quelles sont-elles? Eh bien, on travaille toujours en base fixe, c'est-à-dire que le 0 correspond aux trotteurs qui sont nés en 1970. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau moyen en fait, des indices, il augmente régulièrement. Donc, on va se retrouver avec par exemple la génération DL, la génération de Love You, qui va se retrouver à plus 29. Par contre, les individus beaucoup plus jeunes, nés en 2009, la génération DV, ont déjà un indice moyen qui est de plus 39,5. Si on cite les 3 meilleurs indices génétiques pour les reproducteurs actifs donc chez les trotteurs, Quaker Jet, Love You et Ready Cash ont déjà des indices génétiques qui dépassent les plus 60. En ce qui concerne la compétition équestre, on a cette fois-ci une base mobile qui est utilisée. Ça veut dire quoi? Le calcul se fait toujours en base fixe, c'est-à-dire que le 0 correspond aux individus nés en 1974. Si on conservait cette base fixe, on aurait pour la population, par exemple, des selles français nés en 2005, selles français plus anglo-arabes, pardon, nés en 2005, on aurait un indice moyen de plus 17. En fait, il a été choisi de recentrer la population pour avoir une meilleure idée de la partie amélioratrice de la population, de celle qui est plutôt détériorateur. Donc, ce qui fait que le 0, il est à chaque fois centré sur la population des selles français et des anglos nés 5 ans auparavant l'année d'indexation.
Comment est-ce qu'on peut faire confiance finalement aux indices génétiques, puisqu'on a eu quand même plusieurs questions sur ce thème-là dans l'après-midi, aux indices génétiques qui sont publiés. En fait, l'index génétique, il n'est jamais diffusé seul, il est toujours accompagné de son coefficient de précision, le CD, coefficient de détermination, qui permet de déterminer en fait un intervalle de confiance dans lequel on va maximiser les chances de trouver la valeur réelle de l'individu. Si je prends un étalon déjà bien confirmé, donc là, si j'ai pris un exemple pour le CSO, Grenade-Gray, qui a un BSO de plus 25, avec un coefficient de détermination proche de 1, de 0,96, que je le compare à un étalon beaucoup plus jeune, Reedy-Boyd des Forêts, qui lui aussi va avoir un BSO identique, mais par contre avec un coefficient de détermination beaucoup plus faible, est-ce que finalement l'indice signifie la même chose? Eh bien, si on regarde l'intervalle de confiance dans lequel on va avoir 95% de chances de trouver la vraie valeur du reproducteur, eh bien, on constate que, compte tenu du CD élevé pour Grenade-Gray, il va avoir un intervalle de confiance qui est limité, qui va varier à 95% de chance de trouver cette valeur entre plus 20 et plus 30. Pour l'étalon le plus jeune, on va finalement avoir un intervalle de confiance beaucoup plus étendu, ce qui est normal, vu le CD plus faible, et lui qui va varier entre plus 10 et plus 40. Donc, si on veut éventuellement rendre les choses un peu plus faciles d'accès pour le choix des reproducteurs, on peut se dire, après tout, essayons de garantir une base minimum sur l'information génétique et pourquoi pas raisonner sur la borne basse, finalement, de cet intervalle de confiance. Le coefficient de détermination. Donc, c'est bien un indice génétique qui est publié, et dans le cas de l'étalon qui est ici, en fait, on a utilisé bien évidemment tous les apparentés pour pouvoir établir cet indice. Alors, de tels outils sont aussi calculables à partir des données de pointage. Donc, c'est ce qui a été fait, donc, par exemple, chez le Cobb normand. On a pu là encore montrer que les héritabilités étaient fortes à moyenne en ce qui concerne les critères de développement et de conformation, ainsi que les caractéristiques d'esthétique et d'allure, qui sont finalement des données qui intéressent beaucoup les éleveurs. Donc, on a pu montrer en évidence aussi des corrélations intéressantes, ce qui a permis de diminuer le nombre de critères évalués lors de l'appréciation. Alors, cette fois-ci, on est dans du pointage, donc la présentation est un petit peu plus complexe que précédemment, où on était dans du jugement, où, je ne vous l'ai pas dit, mais d'un côté, on avait ce qui était mauvais, de l'autre, ce qui était bon. Là, il a été indispensable de redonner d'une part, les valeurs extrêmes possibles du critère pour savoir de quel côté va le critère. Donc, si je prends par exemple la profondeur de poitrine ici, elle va être d'un côté insuffisante à très profonde. On resitue sur les bâtonnets colorés la valeur de l'indice génétique de l'individu et les bâtonnets verts resituent la position de l'optimum par rapport à la moyenne des chevaux pointés, ce qui permet de voir si l'index va dans le sens de l'optimum ou pas, ce qui est important à bien situer dans le cas du pointage. Comment utiliser l'information? Eh bien, en fait, dans les races où cette indexation a été produite, les juments ont été phénotypés. Des fiches de restitution de ces phénotypages ont été remises aux juments. Chez le Cobb normand, donc, qui est montré ici, on a en fait utilisé des palettes de couleurs. En vert apparaissent les critères qui sont proches de l'optimum et en rouge, les critères qui sont éloignés de l'optimum. Ce qui permet très facilement pour l'éleveur de resituer là où on a des problèmes. Donc là, en l'occurrence, l'écartement des pistes, les pieds, la rectitude du développement et les aplombs postérieurs. Et du coup, au niveau du catalogue, de choisir l'étalon qui est le plus adapté à cette jument pour corriger ses défauts en faisant attention qu'il soit le moins possible apparenté pour conserver une certaine diversité génétique. Pour terminer quand même sur cette partie morphologie et allure, donc je l'ai mis dans le document, je ne l'ai pas remis ici, mais c'est important de le redire par oral, parce que il existe d'autres techniques d'appréciation de la morphologie et des allures, notamment il y a une technique développée par Nathalie Crevier-Denoy sur la morphologie en 3 dimensions. On est allé au niveau des données de son projet de recherche jusqu'à la production d'indices génétiques, même s'il y a eu des essais pour qu'au niveau sportif, en fait, cette
cette appréciation morphologique soit utilisée, mais pour l'instant, elle n'est pas encore utilisée à grande échelle, et donc ça n'est pas encore un outil disponible pour les éleveurs, contrairement à tous ceux que je vous ai montrés ici. 2 minutes. Alors, au niveau génétique moléculaire, là encore, on a eu des choses très intéressantes qui ont pu être montrées. Je ne vais pas faire un catalogue exhaustif de tous les gènes d'intérêt qui ont été bien identifiés. Je vais vous citer seulement quelques-uns. Au niveau des gènes d'anomalie, le BJ, donc chez le Comtois et les Bretons, donc qui permettent le génotypage des futurs étalons donc de façon systématique avant leur approbation. Autre gène que l'on peut citer, qui est répandu chez les Arabes et les croisés d'Arabes, c'est le gène d'immunodéficience, qui est le SCID. Leur gestion au sein du studbook concerné peut permettre, ou va limiter, lorsqu'il est utilisé, l'expression du phénotype indésirable. Mais on a des gènes aussi qui sont recherchés. C'est le cas, par exemple, des patrons de robe, qui ont un déterminisme finalement plus complexe qu'on pourrait le croire. Mais un certain nombre de gènes sont déjà bien déterminés. Là encore, je ne vais pas tous les citer parce que la liste s'agrandit régulièrement. Les principaux que l'on peut citer, c'est le gène d'extension, celui donc, qui intervient notamment dans l'expression de la robe alzan, le gène agouti qui permet de bien faire la différence entre la robe noire et la robe baie, le gène crème, gène gris, etc. Leur gestion, cette fois-ci, relève davantage du choix individuel de l'éleveur. Alors, je peux citer quand même un petit peu comment, au niveau de l'IFCE, on s'est impliqué et comment maintenant le GIP France-ARA s'implique également. C'est que finalement, dans les catalogues étalons donc, diffusés par les ARA nationaux à l'époque et le GIP France-ARA maintenant, eh bien, on a ces informations qui apparaissent. Donc, par exemple, pour les poneys Connemara, eh bien, il y a une indication si le poney est porteur du gène crème ou non. Ce qui permet à l'éleveur, s'il a envie d'éviter ce gène ou si au contraire il veut rechercher la production par exemple de poney Isabelle, eh bien il a intérêt évidemment à choisir des reproducteurs porteurs de ce gène. Donc ça c'est pour un gène, j'allais dire, d'intérêt sur le patron des robes. Un gène que l'on considère comme indésirable chez le cheval arabe, qui est le gène SCID. Ici, donc, on met en toute connaissance de cause que cet étalon est porteur du gène d'anomalie. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, il ne faut pas l'utiliser? La réponse est non. On peut utiliser cet individu, mais il faut le faire en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'étant porteur de l'anomalie, il est impératif d'être sûr que sa jument soit non porteuse de l'anomalie pour éviter donc, des individus anormaux. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est pas plus intéressant d'éradiquer complètement les gènes. En fait, en matière de gestion de la biodiversité, l'éradication pure et dure est toujours très très risquée en termes de gestion des populations. Et donc, il vaut mieux raisonner en toute connaissance de cause plutôt que d'éradiquer systématiquement, parce qu'on risque de perdre des informations qui sont peut-être intéressantes par ailleurs. Et ça nous amène directement aux outils issus de la génétique des populations. Gérer la biodiversité, c'est effectivement une nécessité. Quels outils on met à disposition des éleveurs? Bien, on a déjà 4 outils qui sont diffusés, 2 pour tous les individus, le coefficient de consanguinité et le pédigré 5 générations, dans lequel on visualise les ancêtres communs aux parents. Et pour les chevaux de sport, la composition raciale et les ancêtres majeurs. Et ces outils, il est prévu dans un très proche avenir de les diffuser pour l'ensemble des individus et donc de retravailler avec tous les studbooks de façon à diffuser la composition raciale, pas seulement pour les chevaux de sport, mais également pour les races, les autres races. Donc voilà le type d'information que l'on a. Donc le pédigré 5 générations, où en orange apparaissent les ancêtres communs à la fois à l'étalon et à la jument. Donc faudrait conclure. Oui, donc je passe rapidement sur la composition raciale et les ancêtres majeurs. Donc finalement, caractériser objectivement, eh bien, c'est indispensable pour choisir en toute transparence. Qu'est-ce que font nos voisins en la matière? Eh bien, si on regarde ce que font les KWPN, eh bien, eux aussi publient régulièrement. Donc, les breeding values, ce sont les indices génétiques des individus de leur race, avec donc les indices concernant le CSO et le dressage, et également pour les mêmes individus, les indices concernant donc le modèle et les allures. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos concurrents directs utilisent des outils objectifs de caractérisation, que plus nous disposons d'informations sur un cheval, mieux on raisonnera les accouplements, qu'il est possible d'étendre tous les outils existants à d'autres races pour assurer une meilleure transparence. Et je vous remercie pour votre attention.